Faisons un bout de chemin ensemble. Vidocq salue les humains libérés des aliénations et contraintes d'un esclavage mental. Lorsque nous savons et voulons regarder l'ensemble des conditionnements, tout devient alors très clair. Il y a ceux qui savent, ceux qui sont susceptibles de savoir en menant leur combat, et ceux représentant le reste, car à l'heure de l'information, l'ignorance est un choix. Aussi, l'être humain ne bouge pas tant que rien ne l'y oblige. Ceci précisé, passons à l'introduction habituelle. Ami, entends-tu le renard des dents sur nous mène? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Tels des oisillons effrayés dans leur nid, les gens attendent le bec grand ouvert que l'autorité leur dépose une nourriture toute prête au fond du gosier. Biberonnés au discours de l'autorité, ils répètent et propagent à leur insu le récit, le dogme, la propagande, la leçon d'histoire ou le discours médiatique du moment. Dans leur ensemble, les gens ne veulent pas savoir, mais croire. Charles de Gaulle, de la légende à la réalité, oubliez totalement tous les crimes et toutes les trahisons dont de Gaulle s'est rendu victime et dont nous payons aujourd'hui les conséquences parce que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui sont les descendants politiques de toute cette mafia judéo-maçonnique qui l'a ramené de Londres. Voilà la filiation idéologique. Qui fut donc Charles de Gaulle? À ses origines, juive par sa mère. C'est à partir de 1916 que l'on commence à entendre parler d'un certain capitaine Charles de Gaulle. Et ce que je vais résumer des débuts de cette imposture repose sur 3 témoignages dont j'ai été témoin. Le premier remonte à Lisbonne dans les années 1960. Et c'était un commandant de l'armée française qui un jour chez nous racontait ce qu'il connaissait de l'affaire de Gaulle et de sa reddition en 1916 sans combattre. Et voilà, de Gaulle arrive sur le front et dès le lendemain de son arrivée, nouveau pilonnage allemand et il fait hisser le drapeau blanc et se rend sans combattre. Et ce commandant Passano nous a apporté l'élément d'information supplémentaire que les Allemands, contrairement aux autres officiers français, ne lui avaient pas rendu son épée d'apparat. Et de Gaulle, de s'en offusquer, d'interroger un officier allemand, il lui a répondu froidement, c'est parce que vous êtes rendu sans combattre. Le deuxième témoignage remonte à celui du comte et maire de la chevalerie, et lui aussi allait nous raconter exactement, mais quasiment mot pour mot, la même histoire. Et pourtant, ces 2 personnes ne se connaissaient pas. Donc ça veut dire que cette histoire était connue de toute l'armée, de tous ceux qui avaient des contacts dans l'armée. Le troisième témoignage allait venir de l'historien Yves Amiot. Et quand il sortit son livre qui s'appelle La Capture, décrit justement sur base de documents militaires cette même histoire que je viens de vous décrire en résumé. Donc cette histoire est absolument documentée et blindée. De Gaulle s'est comporté comme un lâche. Le 1er mars 1916, son 33e régiment reprenait la position défendue victorieusement jusque-là par le 92e puis par le 110e régiment d'infanterie. Or, dès le lendemain de son arrivée, suite à un nouveau pilonnage, le capitaine de Gaulle faisait hisser le drapeau blanc. Ce ne sont pas des inventions, parce qu'on retrouve dans la documentation que j'ai pu consulter différents témoignages d'officiers et français et allemands de ce fait. Parmi les différents témoignages, je voudrais souligner celui du lieutenant Casimir Albrecht du 19e régiment de la Reichswehr,
donc allemand, je cite, « Au bout d'une demi-heure, j'ai vu apparaître à la sortie du trou un vague tissu blanc, probablement une chemise accrochée à une baïonnette. Quelques hommes sont sortis et c'est alors que j'ai remarqué l'officier qui les commandait tellement il était grand. Et puis celui de Samson Delpech, en français, témoignant de cela, sous les ordres de notre capitaine de Gaulle, nous avons été obligés de nous rendre. Ce qu'il faut souligner, c'est que l'Élysée, nous sommes en 1966, n'opposa aucun démenti, ni n'engagea aucune poursuite contre les auteurs de ces témoignages. L'affaire a été tellement connue du monde militaire, allemand et français, pour qu'un démenti n'ait pas été suivi immédiatement de précisions embarrassantes. Donc silence, on écrase, et on compte sur l'oubli. Donc tel fut le personnage dont les lobbies antinationaux allaient faire un héros. Autre fait révélateur de l'ambition maladive et de la malhonnêteté intellectuelle de De Gaulle, on fait faire des études en groupe. Des majors, c'est classique, on fait faire des études sur un sujet ciblé. Les études faites en commun sont publiées sous le nom de tous les intervenants. Que fait De Gaulle? Il s'appropria un des textes et le publia sous son seul nom. On allait retrouver sa même lâcheté lors de la Seconde Guerre mondiale, avec ce que l'on appelle la victoire de Montcornet, qui a été présentée après la Libération, comme une victoire de De Gaulle. Or, que fut cette victoire du 17 mai 1940? On en a la description. Dès les premiers engagements, il fit reculer la 4e division cuirassée. Entre parenthèses, c'était la plus moderne de l'armée française à l'époque, en plus. Et l'historien Jean Lacouture écrivait dans son De Gaulle, qui est paru aux éditions Seuil, « Charles de Gaulle ne semble pas avoir montré sur le terrain les qualités de coup d'œil et d'invention. » Hélas, ce fut la guerre de 40 qui allait donner à De Gaulle une chance de revanche sur ses pairs. Et les Anglais qui avaient besoin d'un nom à opposer à l'action du maréchal Pétain allaient envoyer le général Spears de l'Intelligence Service pour débaucher le vaniteux De Gaulle. Et c'est là que l'on jauge encore plus ce que fut en réalité Charles de Gaulle. Petit détail en passant, ce fut Albert Lebrun, président de la Troisième République, qui signa le 23 juin 1940 le décret de mise à pied de De Gaulle pour cause de désertion en temps de guerre. Pour une raison très simple, c'est que l'armistice n'était toujours pas signé. Et au journal officiel du 24 juin 1940, paraissait ce texte du ministère de la Défense. Par décision ministérielle du 22 juin 1940, la promotion au grade de général de brigade à titre temporaire de monsieur le colonel d'infanterie breveté De Gaulle est annulée. Monsieur le colonel d'infanterie breveté d'état-major De Gaulle est admis d'office à la retraite par mesure disciplinaire. Un tribunal militaire le condamnait à mort pour désertion en temps de guerre et trahison le 3 août 1940, toujours sous la Troisième République et toujours contresigné par le président de la Troisième République, Albert Lebrun. Donc ce n'est pas l'affreux Vichy, l'affreux Pétain qui aurait signé cela. Et alors je vais faire appel à un ouvrage d'un historien actuel, Manuel Gomez, dans son livre « J'accuse De Gaulle », et qui jette un éclairage particulièrement cruel sur ce que fut réellement De Gaulle aux différentes époques. Est-ce que vous imaginez que même les gens de la Troisième République ne voulaient pas entendre d'un De Gaulle? De Gaulle, accompagné par son aide de camp, repart le soir même vers la capitale britannique sur le De Havilland. Il est accompagné par le général Edward Louis Spears, envoyé spécial de Winston Churchill, qui souhaitait surtout les venues de Paul Reynaud et Georges Mandel, alias Rothschild. Il faut savoir, Mandel, Rothschild. Sur les conseils de Mandel que De Gaulle a décidé de partir en Angleterre. Il faut le savoir aussi. Tout ça, vous l'avez dans mon livre. L'aveu de Gaulle à Spears est révélateur de la réalité de son prétendu patriotisme. C'est bon, ils ne veulent pas de moi. Dans ces conditions, je fous le camp à Londres
Emmanuel Gomez commentait, il s'agit là d'un point très important, car si De Gaulle s'était vu confier un poste ministériel, il serait resté à Bordeaux et aurait fait partie du premier gouvernement Pétain. En 1967, rappelle toujours Manuel Gomez, De Gaulle s'était confié à Roger Stéphane, qui était un journaliste de l'époque, à Bouche, et lui avait dit « Et pourquoi ne pas l'avouer ? J'étais un ambitieux politique, et il y a eu la rencontre entre la circonstance et l'ambition. » Et la duplicité de Gaulle éclate encore à nouveau lorsque le gouvernement de la Troisième République lui ordonne de rentrer en France sous peine d'être jugé comme déserteur. Et il faut souligner que ce témoignage est de Gaulle lui-même dans ses mémoires de guerre parus en 1954. Emmanuel Gomez de souligne. Il est important de souligner que le 16 juin, donc on revient toujours sur la même chose qui est le point central de cette affaire, il est important de signaler que le 16 juin, l'armistice n'est pas encore signé, que donc la France est toujours en guerre et que la fuite de Gaulle est une désertion face à l'ennemi en temps de guerre, acte pour lequel des dizaines de soldats ont été fusillés. Fait capital pour la construction du mythe gaulliste, Manuel Gomez révèle. Depuis 1958, c'est-à-dire depuis le retour au pouvoir de Gaulle, cette lettre est supprimée, occultée par tous les historiens officiels du gaullisme qui nous livrent une histoire de France quelque peu revue et corrigée. Si De Gaulle avait pu trouver un moyen de transport qui le ramenait en France, il n'aurait pas eu l'action qu'il a eue par la suite, pas d'appel du 18 juin et compagnie. Revenons un tout petit peu, très brièvement, sur cet appel du 18 juin, qui n'a pas existé. Où se trouvait la fameuse phrase « La France a perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre ». Elle ne vit le jour, en fait, qu'en août 1940, sur une affiche placardée sur les murs de Londres. Et ce n'était que l'adaptation de la proclamation du ministre anglais de l'information de l'époque, Duff Cooper, mais qui ne concernait que la reddition de l'armée belge. Vous voyez l'amalgame qui a été fait pour faire passer De Gaulle pour ce qu'il n'était pas. Mensonge, 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 toujours le mensonge. Les conditions de son ralliement à l'Angleterre que rappelle Louis-Dominique Girard. Le général de Gaulle se mit d'abord d'accord avec le général Spears pour retourner en Angleterre le 17 juin 1940. Il ne partit qu'après s'être assuré qu'il toucherait une solde de général anglais et qu'il recevrait la citoyenneté britannique si la guerre s'achevait par une victoire allemande. La promesse de citoyenneté britannique lui fut officiellement confirmée par l'accord qu'il passa à Londres le 7 août 1940 avec le gouvernement anglais. Donc, vous voyez, tel fut le patriotisme de ce De Gaulle, prêt à abandonner sa nationalité française si l'Allemagne l'emportait. Et monnayant grassement d'ailleurs son départ en Angleterre. Et Gomez écrivait « Il m'a été impossible de me procurer le décret qui a nommé De Gaulle dans ses droits de général de brigade à titre définitif. » Donc, même après la guerre, il est évident qu'à partir de là, les médias se mettent à parler du général De Gaulle. Or, comme le signale Gomez, il ne trouve aucune trace, y compris au ministère de la Guerre, de la nomination de Gaulle comme général. Et en plus de ça, le dossier militaire de Gaulle a disparu. Le Charles de Gaulle se met au garde-à-vous devant les Anglais. D'où son attitude par rapport à la traîtrise odieuse de Churchill à Mers-el-Kébir. Résultat, 1297 morts, 350 blessés, devant ces frappes sur des bateaux sans défense. Ces 1297 morts et 350 blessés firent en une semaine plus de tués de marins français par les Anglais que par la marine allemande pendant toute la guerre. Et c'est dans ce contexte de traîtrise perfide et de déshonneur de Churchill que De Gaulle, lui aussi, allait se déshonorer une fois de plus, par sa servilité envers ses maîtres anglais. Le 8 juillet, parlant au micro de la BBC, De Gaulle déclarait le moindre mot de compassion envers les victimes de cette tragédie
de cette perfidie, en vertu d'un engagement déshonorant, le gouvernement avait consenti à livrer nos bateaux à la discrétion de l'ennemi. J'aime mieux savoir le Dunkerque, notre beau, notre cher, notre puissant Dunkerque, échoué devant Mers-el-Kébir, que de le voir un jour monté par les Allemands, bombarder les ports anglais ou bien Alger, Casablanca ou Dakar. Un mensonge, puisque justement ces bateaux étaient désarmés. Quelques mois plus tard, le félon de Gaulle allait demander à la flotte britannique, le 23 septembre 1940, de bombarder Dakar. Si je fais état de toutes ces petites informations qui se rajoutent les unes et les autres, en fait l'histoire c'est un puzzle. Vous avez une pièce, puis une autre pièce, et une autre, et une autre, et une autre. Quand vous commencez à rassembler toutes les pièces, vous voyez progressivement le dessin qui se définit. De Gaulle représentait les intérêts des lobbies qu'il avait soutenus, le soutenait. En fait, cette affaire est une affaire idéologique. Et donc, quand on reprend le mot de Robespierre à propos de Louis XVI, si Louis est innocent, c'en est fait de la Révolution, petite note en passant encore, cet aveu de Gaulle au général Audy qui était venu le rejoindre à Londres, n'avouait jamais que l'armistice ne pouvait pas être évité. Alors, il est tout de même nécessaire, hélas, d'en venir maintenant à la libération-épuration, ce que les crimes de la résistance gaulo-communiste furent tels que le père Panici, en chaire de Notre-Dame de Paris, dénonçait ce régime comme un régime d'abattoir. Et on trouve notamment dans l'ouvrage de Jean-Pierre Abel, L'âge de Caïn, sur base des documents médicaux de l'époque, la description des traitements faits par les glorieux résistants à leurs adversaires. Et c'était le temps où le démocrate chrétien, encore un, Pierre-Henri Tedgen, garde des sceaux de Gaulle, répondant aux communistes qui trouvaient que l'épuration n'était pas suffisante, qui leur disait « Messieurs, par rapport à nous, les grands ancêtres, c'est-à-dire la Révolution dite française, étaient des enfants de cœur. » Alors là, oui, ça je suis d'accord, effectivement. Et à ceux qui déploraient la guerre civile, De Gaulle répondait « Messieurs, la guerre civile ? Où est la guerre civile ?» Donc, tel fut l'homme, Charles de Gaulle, auquel Fred Zeller, ancien grand maître du Grand Orient, rendait hommage dans Europe Parlement, rappelant le mot de Gaulle à la Libération, cite, « Je vais redonner la République à la France, et il n'y a aucune raison pour que je ne lui redonne pas aussi les francs-maçons. » Évidemment, les deux vont ensemble. Et Zeller reconnaissait, il nous a redonné force et vigueur. Dès son arrivée au pouvoir à Alger, en même temps que la maçonnerie, De Gaulle rétablissait le décret Crémieux abrogé par Vichy, qui donnait la nationalité française aux seuls juifs d'Algérie, pas aux musulmans qui pourtant eux s'étaient battus pour la France. Et les conséquences ne se firent pas attendre. La révolte musulmane, le 1er mai 1945, les manifestants à Alger, Oran, Mostaganem, criaient « À bas la France, à bas les Juifs », tandis que la police tirait sur eux. Lors des émeutes du 9 et du 14 mai, les émeutiers criaient de façon tout à fait révélatrice « À bas de Gaulle, serviteur de la juiverie », à bas Churchill et les Juifs. C'est dire si le facteur juif était fondamental dans l'insurrection contre la France qui allait s'ensuivre. Car on a l'impression qu'en ces deux périodes, ceux qui dirigeaient la France ont voulu dresser la communauté musulmane contre la France. Nous en vivons les conséquences. Il faut rappeler comment De Gaulle s'est vanté dans ses mémoires d'espoir de les avoir trompés. Si de but en blanc j'affichais mes intentions, une vague de stupeur et de fureur eût fait chavirer le navire. Sans jamais changer de cap, il me faudrait donc manœuvrer. Et ainsi, effectivement, de glissement en glissement, ayant réussi à amener l'armée à capituler devant le FLN que l'armée avait pourtant vaincu, dans les faits, ces autres ignominies furent le massacre des Français à Oran le 5 juillet 1962, 3 mois et demi après la signature des accords d'Évian, faisant tirer l'armée française contre leurs concitoyens d'Algérie. Et puis bien sûr, la livraison des harkis aux tueurs du FLN. Et pour terminer sur les désertions, crimes et trahisons de De Gaulle, quel meilleur verdict que celui du général Weygand qui eut De Gaulle sous ses ordres. Catholique mais pas chrétien,
militaire mais pas soldat, ce n'est qu'un usurpateur sanguinaire, et on dira plus tard que c'était un imbécile. Et malgré les nuages, recherchez toujours la lumière qui ne peut jamais s'éteindre. Si nous ne sommes pas capables de poser des questions sceptiques, d'interroger ceux qui nous disent que quelque chose est vrai, d'être sceptiques à l'égard de ceux qui détiennent l'autorité, alors nous sommes à la merci du prochain charlatan politique qui se présente. Ce mélange combustible d'ignorance et de pouvoir, tôt ou tard, va nous exploser à la figure. Merci de rappeler que l'info n'est pas sur les réseaux sociaux. Pour ne rater aucun post-it, abonnez-vous. Est-il nécessaire de le dire? Mais surtout, il ne faut pas en rester là. Ne baissons pas les bras et réagissons. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.